Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le frère Louis. Quel personnage! Célèbre et apprécié aussi bien dans le monde des sourds, que dans la ville de Nantes, que dans sa congrégation. Pédagogue reconnu, il était très régulièrement consulté pour ce qui concerne l'enseignement des sourds. Homme de relations, il savait s'attirer les bonnes grâces des autorités, mais était également très estimé des petites gens. Religieux, il réunissait sur son nom les suffrages de ses frères lors des élections au chapitre et avait la confiance de ses supérieurs. D'origine paysanne, il ne renia jamais ses racines et sut mettre en valeur son goût et ses aptitudes pour tout ce qui concerne la terre, que ce soit l'arboriculture, l'horticulture ou encore la météorologie. Il avait un côté bon enfant, attachant et en même temps il tenait beaucoup à ses idées, trop diront certains. Quel entêtement, dira de lui après sa mort l'évêque de Nantes O.F. Narcisse. 3 sources principales m'ont beaucoup aidé à découvrir le frère Louis. Elles sont fort différentes par leur style et par le but de leur rédaction, mais se complètent et s'éclairent l'une l'autre. À la mémoire du cher frère Louis de Nantes, écrit aussitôt après sa mort et publié dès le mois d'avril. Son auteur n'est autre que l'abbé Corbineau, l'aumônier de la Persagotière et aussi grand ami et confident du frère Louis. Cependant l'auteur n'a pas signé sa plaquette. Notes et souvenirs sur la Persagotière, 1871 à 1890, du F. Savinien, Félix Servois, travail terminé en 1922. De nombreux événements, grands et petits faits, nous sont rapportés par celui qui fut professeur à Nantes pendant toute cette période. Vers la fin de la vie du frère Louis, il le seconda, il devint économe de la maison et très souvent lui servit de secrétaire comme il le dit lui-même. Le F. Coissard a beaucoup étudié l'historique de l'établissement dans lequel il enseignait depuis 1903. Citons particulièrement Note sur les origines de l'institution des sourds-muets de Nantes, rédigée en 1908, et pour servir à l'histoire de la Persagotière, terminée en 1951 à la fin de sa vie. Et nos archives de Nantes et de Rome fournissent également de précieux renseignements. Entre autres, une partie de son abondant courrier, plus de 80 lettres, ont été conservées concernant notre sujet. Les citations seront nombreuses. Elles me paraissent très importantes pour entrer au contact de la vie du F. Louis, dans le texte, mais également pour rétablir certaines affirmations fantaisistes ou erronées que l'on peut rencontrer ici ou là. L'on pourra s'en rendre compte, l'une ou l'autre relève plus du style de la géographie que de la vérité historique. Malgré tout, cette étude ne sera pas complète. Je me suis attaché essentiellement à mettre en lumière le frère Louis, au service des sourds-muets. Passionné, le frère Louis le fut certainement. Non seulement par la pédagogie spéciale, mais aussi par les origines de la congrégation. Avions-nous été fondés par le père de Montfort ou par le père Deshay? Partisan acharné de cette dernière thèse, le frère Louis a beaucoup écrit et polémiqué. Il serait trop long, et vraiment hors de notre sujet, de vouloir approfondir et traiter cette question dans son entier. C'est donc à entrer en relation avec ce personnage hors du commun, mais très abordable, que je vous convie maintenant. Sa devise, « Fais ce que tu dois », il me semble que le frère Louis a fait son possible pour l'actualiser dans les diverses circonstances de sa vie. Sa jeunesse. Louis Caillot, souvent écrit aussi Caillot comme dans son acte de naissance, est né le 7 janvier 1823, dans le village de Belair, commune de Trézevant, à 6 km de Saint-Laurent-sur-Sèvre, à la limite de la Vendée avec les Deux-Sèvres. La population actuelle de la commune est d'environ 1000 habitants. Ce village en fait était très éloigné du bourg. Par ordonnance royale du 22 mars 1835, il fut rattaché à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Plusieurs autres villages proches, dont celui de Baudet, étaient aussi concernés par ce changement, soit quelques 250 hectares et 185 habitants. Son père, René, et sa mère, Marie Poupelin, tenaient une borderie, c'est-à-dire une petite ferme. Le village de Belair en avait 2 encore visibles. Ils étaient assez pauvres, et les terrains sur les pentes de la colline d'assez peu de rapport. Louis tout jeune, gardait les quelques vaches aux alentours de la maison comme ses frères et sœurs. De cette enfance à la campagne, il conservera toute sa vie le souvenir et l'amour de la terre. De sa maison natale, Louis avait une vue superbe sur Saint-Laurent, en contrebas.
Son père décédera le 22 août 1838, à l'âge de 57 ans, et sa mère le 11 juillet 1848, à 59 ans. À son baptême, il reçut les prénoms de Louis et d'Augustin. Il était l'un des 8 enfants de la famille. L'église de Trezevant à cette époque était plutôt une grange qu'un lieu de prière. En effet, pendant la Révolution, les colonnes infernales l'avaient à moitié détruite. Il fallut attendre 1850 pour voir le début de la construction de l'église actuelle. Quand Louis commença-t-il à fréquenter l'école ? Sa commune, Trezevant, n'avait encore ni école de garçons, ni école de filles. Il n'alla pas non plus à l'école des frères de Saint-Laurent, son village n'y étant pas encore rattaché. D'ailleurs, à son époque, les enfants ne fréquentaient guère l'école avant 8 à 10 ans. Lithographie de Félix Benoîl, détail, 1851. En 1833, à l'âge de 10 ans donc, il est cependant placé à la Providence, ou Petite Providence, que venait de fonder le père Dehaye à Saint-Laurent-sur-Sèvre, dans les locaux de la Maison Longue. Elle était destinée aux garçons pauvres ou orphelins. Il les faisait instruire et les élevait dans l'amour du travail et la pratique des vertus chrétiennes. Il pensait et il espérait que plusieurs de ses enfants entreraient plus tard dans son institut des frères de l'instruction chrétienne. C'est ce qui arriva pour plusieurs et pour le frère Louis. Celui-ci resta dans cette maison jusqu'en 1837. À la mémoire du cher frère Louis, de Nantes, 1890. Là, en rendant quelques services, Louis peut commencer sa scolarité. Le père Dehaye y fit établir des ateliers de corderie, de tisserand et de menuiserie. Peu de temps après son entrée, le dimanche de la Trinité, il fait sa première communion à l'église paroissiale. Durant ces quelques années à Saint-Laurent, Louis fut-il interne ? On serait en droit de le penser, mais cependant n'oublions pas que, comme il le dit lui-même, il retournait souvent dans sa famille toute proche. À son arrivée à la Providence, Louis est donc illettré. 4 ans de scolarité à Saint-Laurent, 3 ans à Châtellerault et il sera lancé dans l'enseignement. L'on comprend que plus tard il aimera à rappeler ses humbles origines et son enfance purement paysanne. À cette époque d'ailleurs plusieurs frères de Saint-Gabriel suivront un parcours assez semblable au sien, et acquerront cependant un excellent niveau de français. L'on pourrait citer ainsi les frères Bernard, Théophile Augereau, Ernest, François Cotenceau, parmi ceux qui s'engageront dans l'enseignement des sourds-muets. Pour quelle raison le père Dehaye prit-il Louis à la Providence ? En l'absence de texte significatif, j'avancerai 2 hypothèses. D'abord, la famille Caillot était pauvre et c'était là une façon de lui venir en aide. Une bouche de moins à nourrir, c'était appréciable. Et puis ce jeune garçon intelligent et sans doute doué pour les études, pourrait ainsi être à même de faire des progrès et de se former manuellement. L'on pourrait voir si une orientation vers l'enseignement. Le futur F. Louis de la Persagotière, père des sourds-muets, resta à la Providence pendant 3 ans jusqu'en 1837. Béguédon, père Jean-Marie Cronier, Baignon 1801-1807. L'un de ses jeunes frères, René Augustin, n'a pas eu la même chance de se former. Né le 29 janvier 1831, il est devenu frère de Saint-Gabriel le 19 septembre 1874, à l'âge de 43 ans. Sa notice biographique nous donne un petit aperçu de la famille Caillot. Il était illettré, mais ne manquait pas d'esprit naturel. Son long séjour dans les fermes en qualité de domestique ne l'avait assurément pas doué de manières délicates et d'un langage académique. Il avait 40 ans quand il se présenta à Saint-Gabriel, après un séjour de 2 ans au Saint-Esprit en qualité de domestique. F. Fidèle était l'homme serviable par excellence. Chronique S.G., juillet 1934. Il est décédé le 2 avril 1906 à la communauté de Saint-Laurent où il avait travaillé pendant 35 ans. Dans sa parenté, nous pouvons également citer son neveu, le F. Hubert Pierre Robineau, qui deviendra supérieur général. Dans leur correspondance, jamais ne transparaît ce lien qui les unissait si naturellement. Nous respecterons leur discrétion. Nous voici aux vacances de 1837. Louis a 14 ans. Le père Dehaye emmena le jeune Louis à Poitiers. Pendant le voyage qui se fit en voiture, le bon père causa amicalement avec lui, il l'interrogea sur le catéchisme. Il fut étonné de la justesse de ses réponses et de sa grande intelligence. Le lendemain de son arrivée à Poitiers, après sa messe,
Le père Des alla trouver Louis et lui demanda s'il avait défait son paquet. « Non mon père, répondit-il. « C'est bien, dit le bon père, je t'emmène plus loin, suis-moi. » Et le père Des conduisit son jeune ami à Châtellerault, Vienne. Il le plaça au pensionnat de ses frères de Saint-Gabriel. Là, Louis étudia, il accepta aussi tous les emplois qu'on voulut lui donner, aucun ne le rebuta ni ne l'humilia. Tour à tour il fut écolier, portier, jardinier, etc. Il se fit à tout. Il resta à Châtellerault pendant près de 2 ans. À la mémoire du cher frère Louis de Nantes, 1890. Pourquoi ce placement à Châtellerault? Bien difficile de répondre, puisque la destination première était Poitiers. Il est probable qu'après discussion et réflexion, le PDE a jugé que le jeune Louis serait mieux formé à Châtellerault. Quelle était la position de Louis Caillot, à Châtellerault? Malgré son jeune âge, il logeait certainement avec les frères. Le père Des désigna les 3 frères Denis, Hilarion et Louis comme coadjuteurs du F. Mathurin. Blain, Institut de Saint-Gabriel, 1897, page 275. C'est là un raccourci quelque peu erroné. Il est certain qu'à 14 ans le jeune Louis n'était pas encore frère, ni même novice. Tout au plus pouvait-on lui donner le statut de postulant. Dans d'autres occasions nous trouvons au XIXe siècle, des jeunes reçus ainsi dans la communauté d'une école. Le F. Louis a-t-il été postulant à la communauté du Saint-Esprit à Saint-Laurent? On pourrait le croire si l'on ne considère que la citation suivante. Lui qui avait été élevé dans la maison dite de Providence et qui avait séjourné comme postulant au Saint-Esprit, où il se distinguait par son intelligence et sa piété. La veille, Gabriel Des, 1924 page 416. Mais comment admettre qu'un enfant de 11 à 12 ans soit déjà postulant? Sans doute cette affirmation est-elle due à un amalgame entre Maison Longue et Maison du Saint-Esprit. D'ailleurs aucun autre écrit ne confirme qu'il ait été admis dans le noviciat de Saint-Laurent qui existait pourtant à cette époque. Le frère Louis n'a aucunement fait de noviciat, ni reçu d'autres leçons de science que celles que reçoivent dans les petites écoles des enfants de 10 à 14 ans, et cependant il est parvenu à n'être pas le moindre des frères de Saint-Gabriel sous le rapport du savoir, et depuis longtemps il n'occupe pas le moindre rang dans la congrégation. Si donc le frère Louis sait quelque chose, il le doit à son génie et à son application. Chronique du TCF Augustin, page 148. De bonne heure, il se fit remarquer par sa rare intelligence et un jugement très sûr. Écho de famille, F. Lemel, novembre-décembre 1923. 2. Dans les écoles de sourds. 1. Soissons, 1840 à 1841. Louis est donc au pensionnat des frères à Châtellerault. Il va y passer 2 ou 3 ans à continuer son instruction et sa formation. Pendant ce temps, le PDE continue à s'intéresser de près à l'œuvre des sourds-muets. Déjà, en 1837, il avait ouvert pour eux une classe dans l'école de Rouillé, Vienne. L'année suivante, cette classe fut transférée à Loudun, ville plus importante. À Orléans, une école existait déjà pour les sourdes-muettes, mais rien pour les garçons. En janvier 1839, le PDE fait donc l'achat d'une maison et y installe le Pélavaux Montfortin, son secrétaire, comme directeur. Les frères Anselme, Pinault et Simon sont ses adjoints. Le F. Clément, du Saint-Esprit s'occupe du ménage et apporte un peu son aide pour la classe. Le 15 mars 1840, à Soissons, l'abbé Jean-Frédéric Dupont transfère son école de sourds de son presbytère de Saint-Germain de Villeneuve à l'ancienne abbaye de Saint-Médard qu'il vient d'acheter. Et comme il veut pérenniser son œuvre, il s'adresse au PDE pour obtenir des frères et des sœurs. Le père Des acquiesça bien volontiers au désir de monsieur l'abbé Dupont, avec lequel depuis plusieurs années il s'était lié d'amitié. Écho de famille, septembre 1946. C'est à ce moment, fin 1839 ou début 1840, que nous retrouvons Louis Caillot. Il n'avait pas été oublié. Que se passa-t-il exactement? De quels documents disposons-nous? Les informations qu'il nous donne divergent quelque peu. C'est pourquoi il est intéressant de les citer. En 1839, le père Des vint au pensionnat. Il demanda à Louis s'il voulait faire la classe aux sourds-muets. « Je le veux bien, mon père, dit-il. » Le père Des l'emmena à Soissons. Louis n'avait pas encore l'habit religieux. Arrivé le soir à l'institution de Saint-Médard,
Il ne parut pas devant les élèves. On lui donna une soutane et le lendemain, frère Louis, revêtu de son saint habit, put se montrer en classe. Il était très embarrassé, il ne savait pas les signes. Il les étudia avec ardeur et bientôt il fut un maître habile. À la mémoire du cher frère Louis de Nantes, 1890-1839 ? Peut-être, mais alors à la fin de cette année ou plus probablement au début 1840. Que ce soit à Châtellerault même que le PDA ait proposé à ce jeune d'enseigner aux sourds-muets paraît plus réaliste que la Providence. Que le PDL ait emmené directement de Châtellerault à Soissons est impossible. C'est oublier le séjour de quelques mois qu'il fit à Orléans. Que ce soit à Soissons qu'on lui ait donné une soutane, et que dès le lendemain matin de son arrivée il se retrouve devant ses élèves, voilà bien des affirmations qui me semblent un peu fantaisistes et très peu plausibles. Lorsque fut offerte la fondation de Saint-Médard, on donna sans cérémonie au jeune Caillot le costume religieux, avec le nom de frère Louis, et il partit pour Soissons. La veille, Gabriel Deshaies, 1924 page 416, l'auteur ne précise pas si ce départ eut lieu de Châtellerault ou d'Orléans qu'il cite également. Notre père a jeté les yeux sur lui, pour en faire un professeur de sourds-muets. Il l'a envoyé d'abord à Châtellerault, pour continuer et perfectionner son instruction commencée à Saint-Laurent. À Châtellerault, il allait en classe avec les autres enfants. De Châtellerault, le jeune Caillot a été envoyé à Soissons, note de l'auteur. On m'a assuré depuis que Louis Caillot fut envoyé de Châtellerault à Orléans où il est resté quelques mois, et que c'est d'Orléans. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.